Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde où nous allons parler intelligence artificielle et les opportunités et les risques que cela présente pour le domaine des pierres précieuses. Depuis un peu plus d'un an, l'intelligence artificielle est au cœur de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez entendu la dernière chanson des Beatles. L'intelligence artificielle permet de simplifier des processus, d'automatiser des tâches. C'est également un support à la créativité. L'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités dans des secteurs très variés, nous allons le voir aujourd'hui, mais elle comporte également des risques. Corruption de données, des images créées de toutes pièces qui contribuent à la désinformation. Rien que hier et avant-hier, il y a eu un sommet qui s'est tenu à Londres qui parlait justement du besoin de réguler l'intelligence artificielle. Pendant ces tables rondes, nous allons discuter des opportunités que l'intelligence artificielle présente pour le secteur des pierres précieuses. Nous allons également évoquer les deux projets qu'ont mis en place les laboratoires SSEF et Gublin afin de mettre en place des processus basés sur l'intelligence artificielle qui facilitent l'analyse des pierres précieuses. À la clé, l'augmentation de la fiabilité, l'accélération des processus, également la réduction des coûts. Alors on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour supplanter le gémologue? Est-ce qu'elle permettra de réduire la marge d'erreur à zéro? Est-ce qu'elle permettra d'éliminer les disparités qui existent parfois entre les certificats des différents laboratoires? Est-ce qu'on pourra d'ailleurs un jour se passer de laboratoire? Alors avant de parler de ces différents projets, j'aimerais juste qu'on pose les bases de finalement qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Et pour cela, j'aimerais appeler Laura Tokmakov à me rejoindre sur scène. Je voulais juste préciser, on va avoir une table ronde en bilingue, en anglais et français, parce qu'on a deux experts qui vont s'exprimer en français et un en anglais. Donc j'espère que vous êtes fluent dans les deux langues. Bonjour Laura, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes directrice de la fondation Impactia et spécialiste des aspects éthiques liés à l'intelligence artificielle et leur intégration dans le monde du travail. Peut-être racontez-nous juste rapidement comment vous êtes retrouvée à étudier l'intelligence artificielle. Ok, je fais partie des personnes qui ne sont pas dans le tech, donc j'ai un parcours dans tout ce qui est la transition professionnelle. Et ce n'est pas l'année dernière que l'intelligence artificielle est arrivée vraiment en Suisse. À partir de 2015, elle a commencé à être de plus en plus présente, elle était déjà là avant. Et en 2015, on s'est posé la question sur la transition des compétences. Qu'est-ce qui allait se passer pour les humains? Et c'est à ce moment-là qu'on a, avec mon cofondateur, qui lui est un ingénieur, qui est tombé dans l'informatique à l'âge de 12 ans, où on a décidé de créer une fondation pour répondre aux besoins sociétals que va créer l'intelligence artificielle avec l'impact qu'elle va avoir sur le monde du travail, en étant assez convaincu que si on arrive à transformer le monde du travail actuel vers quelque chose de plus durable, on allait parvenir à transformer la société vers quelque chose de plus durable. Donc voilà le détour que j'ai pris. D'accord. Alors, le secteur des pierres précieuses est généralement assez fermé en nouvelles technologies. On scelle encore aujourd'hui des contrats par une poignée de main. Beaucoup de marchands ne travaillent pas avec des ordinateurs et on ne parle pas de réseaux sociaux. Enfin, jusqu'au Covid, en tout cas, on ne parlait pas de réseaux sociaux. Peut-être présentez-nous rapidement qu'est-ce que finalement l'intelligence artificielle, parce qu'on a un peu toute une idée préconçue sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Ok, je pense qu'il y a plein de définitions de l'intelligence artificielle, mais si on veut juste avoir une vision globale, c'est une entité qui peut être virtuelle, c'est-à-dire dans votre poche sur votre téléphone, ou incarnée dans un robot, comme on l'imagine souvent, qui a un comportement qu'il apprend sans qu'on ait à le programmer pour qu'il l'apprenne. C'est-à-dire qu'il va apprendre les choses que vous lui demandez d'apprendre de plusieurs façons.
On a entendu jusqu'à à peu près l'année dernière, maintenant ça commence à arrêter, on disait mais de toute façon, si vous n'avez pas de data, donc si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas avoir de l'intelligence artificielle. Et ça, c'était pas tout à fait juste, et c'est encore moins juste maintenant parce qu'on a différentes façons de faire apprendre ces intelligences artificielles. Donc c'est vraiment, contrairement à un projet informatique ou un logiciel informatique qui doit être programmé et qui doit être très linéaire, là on se retrouve avec une technologie qui est complètement organique en fait. Et donc qui évolue avec l'apprentissage en continu. Et avec les retours que les humains font. Il y a 1 an à peu près, ChatGPT propulsait l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours parce que tout un chacun pouvait à un moment faire appel à l'intelligence artificielle. Mais dans les faits, l'intelligence artificielle, elle est employée depuis longtemps dans plein d'activités, de secteurs. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à nous donner où en fait on fait appel à l'intelligence artificielle même sans s'en rendre compte ? Alors oui, pratiquement vous avez tous et toutes de l'intelligence artificielle dans vos téléphones. Aujourd'hui, lorsque vous prenez des photos et que la lune est super jolie, c'est pas parce que vous avez des talents magnifiques en photographe, c'est plutôt que vous êtes aidé par ça. Vous avez des recommandations qui sont faites quand vous êtes sur que ce soit les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Donc vous avez au quotidien plusieurs choses. Et c'est vrai que c'est pas depuis ChatGPT que c'est arrivé. Là, tout d'un coup, la différence, ChatGPT, cette intelligence artificielle, ce qu'on appelle générative, elle vous permet de discuter avec des intelligences artificielles comme si vous discutiez avec un collègue, une partenaire, un amoureux, une personne de votre équipe. Et c'est ça qui rend les choses assez perturbantes. Quelles sont les dernières applications qui ont été mises en place ? Alors oui, vous avez évoqué justement ces répondeurs automatiques pour le service après-vente ou service client. Mais dernièrement, depuis une année, est-ce qu'il y a des applications récentes qui sont entrées En fait, je vais peut-être aussi clarifier la différence, bien qu'il n'y en ait pas vraiment, entre des IA. Peut-être vous avez entendu parler des IA génératives. ChatGPT en fait partie. C'est toutes ces IA où vous vous adressez en langage naturel pour qu'elles vous répondent en fonction de votre demande, contrairement à des IA un peu plus classiques où elles font ce qu'on leur demande. Et ça a complètement changé beaucoup de choses en quelques mois. La première chose, c'est que je ne sais pas si vous avez les mêmes expériences que moi jusqu'à il y a une année de ces chatbots auxquels vous vouliez, dans une entreprise, poser des questions qui vous répondaient en boucle et vous aviez juste envie d'écraser votre téléphone par terre après ça. Là, on est en train de sortir complètement de ça, c'est-à-dire que des IA génératives permettent d'avoir une discussion fluide qui va répondre à vos besoins et qui va comprendre ce que vous voulez dire et qui va vous donner les bonnes informations et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un humain derrière. Donc ça change totalement toute la relation d'humain à entité non humaine. Et ce qui fait que ça change également totalement la relation de qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'un humain qui pourrait vous aider dans votre processus de travail. Et ça, c'est les choses qui sont les plus flagrantes dans ce comportement de langage naturel. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être une spécialiste de la tech, une entreprise qui a toute une infrastructure tech pour lui permettre de faire des projets en intelligence artificielle, mais c'est aujourd'hui des projets qui sont accessibles à une entreprise qui aurait 2 collaborateurs comme 50 collaborateurs. Alors, vous aidez justement les entreprises à implémenter l'intelligence artificielle au sein de leurs activités. Est-ce que vous avez peut-être 2-3 exemples d'entreprises que vous avez aidé à simplifier certains processus ? Alors, nous sommes une fondation, ce n'est pas notre cœur métier de vous aider à implémenter l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Par contre, c'est notre mission de vous amener à faire votre premier projet en intelligence artificielle afin que vous commenciez à comprendre quel est l'état d'esprit de l'intelligence artificielle et comment vous pouvez après déployer plusieurs projets. Donc, dans les projets qu'on fait en premier projet, c'est souvent des choses autour de la détection. Donc, détection d'une bonne pierre, d'une mauvaise pierre, détection d'une traçabilité, de fraude ou de non-fraude. Ça peut être la mise en place d'assistants IA qui vont vous aider soit sur votre place de travail, soit avec les clients. Ça peut être de l'amplification de la
créativité, c'est-à-dire comment on peut travailler avec ces entités non humaines pour aller plus loin, pour avoir quelque part un collègue ou une collègue qui est là présent 7 sur 7, 24 sur 7 et qui peut nous aider à travailler différemment, à imaginer d'autres dessins, à imaginer d'autres structures, à imaginer des choses qu'on n'avait pas pensé parce que tout d'un coup on sort de notre expertise. Alors, on va évoquer après les projets menés par Gublin et SSEF. Est-ce que là, plus largement dans le secteur des pierres précieuses, vous voyez des implémentations concrètes qu'on pourrait faire? Alors oui, bien sûr, là, vous en avez plein aujourd'hui. Je vais pas... Enfin, c'est peut-être moins intéressant de rentrer dans les implémentations concrètes, qui sont les optimisations de vos processus, qui ne sont pas vos cœurs métiers, où là, il y a vraiment une pléthore de soutien à la collaboration aujourd'hui que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit dans la rédaction de contrats, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le marketing. Là où ça devient plus intéressant, c'est dans tous les aspects créatifs. Créatif couvre maintenant les possibilités d'intelligence artificielle. Et là, on peut être sur les designs de produits, on peut être sur la réflexion d'apprentissage de comportement de vos clients pour identifier peut-être un meilleur chemin pour arriver jusqu'à vos clients. Et puis, on peut également être dans la mise en place de plusieurs technologies, qui soient de la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle ou de la réalité augmentée, où vous pouvez en fait sur un même bijou l'amener quelque part à n'importe lequel de vos clients dans sa poche pour voir comment le bijou pourrait lui aller grâce à un téléphone auquel vous apposez avec ça les bijoux. Donc on a une panel de possibilités autour de la créativité qui est vraiment massivement implémentée, augmentée. Et aussi, je pense que l'intelligence artificielle vous permet aujourd'hui, en tant qu'entreprise, de faire une différence entre qui vous êtes et qui sont les autres. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est amplificatrice de qui nous sommes. Et ce que nous sommes est souvent assez biaisé et pas forcément très joli à regarder d'une certaine façon. Mais c'est une belle opportunité pour une entreprise de rentrer et d'arriver à mettre un processus éthique dans toute son entreprise grâce à ça, en faisant de la traçabilité, en regardant ces processus, en regardant là où il y a des défauts, où là il y a des améliorations possibles, et d'ajouter vos valeurs de façon visible grâce à l'intelligence artificielle pour tout le monde en fait. Oui, alors on voit, il y a pas mal d'opportunités, mais toute nouvelle technologie présente également des risques, des craintes. Quelles sont peut-être justement les craintes que mentionnent les personnes avec qui vous rentrez en contact, justement? Quelles sont peut-être les remarques qui viennent le plus souvent? Alors, il y en a 3. La première, c'est l'impact de l'IA sur les jobs. Je ne vais pas vous mentir, ça va avoir un impact, pas sur le travail en tant que tel, mais l'IA, elle prend tout d'un coup 5% d'une tâche, 10% d'une tâche d'une personne, 20%, et au bout du temps, va se retrouver avec peut-être vous aviez 10 personnes qui font ce travail, vous auriez besoin plus que de 8. Tout l'enjeu pour tout le monde aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais de ces 2 personnes qui n'ont plus ces tâches-là. Et c'est vraiment cette transition de compétences. Peut-être j'aurais une règle à vous dire. La première, c'est que j'en ai 2. La première, c'est que si vous commencez à avoir peur de l'intelligence artificielle, c'est un très mauvais plan. C'est à ce moment-là que vous devez vraiment vous forcer à comprendre ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus intéressant à tous les points de vue de collaborer avec l'intelligence artificielle plutôt que de dire c'est l'IA contre l'humain. Donc les peurs sont autour des jobs. Et ensuite, il y a 2 courants aujourd'hui qui se font face. Le premier courant, vous l'avez, je suis sûre, entendu, Elon Musk, Sam Altman, Google qui disent l'IA va disséminer la population humaine. Il faut absolument qu'on fasse des réglementations. Et ne vous inquiétez pas, laissez-nous faire, on connaît, on va faire ce qu'il faut. Okay, donc ça, c'est des grosses entreprises qui aujourd'hui ont vraiment un intérêt majeur à mettre des barrières d'entrée très très hautes autour de l'intelligence artificielle pour que vous et moi ne puissions être que des consommateurs de leurs produits. De l'autre côté, l'autre courant, il dit, et les 2 courants à chaque fois, ils sont portés par des gens très brillants. De l'autre côté, le courant dit, mais si on veut faire face à une technologie aussi disruptive qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir des modèles qui sont ouverts,
qui sont transparents, qui sont partageables pour la recherche. Il faut qu'on compte sur la responsabilité des entreprises et il faut qu'on... J'ai jamais le bon mot pour... en français, mais il faut qu'on fasse de l'empowerment des citoyens, qu'on leur donne la capacitation de comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle pour pouvoir, en fait, collaborer avec et pas la subir. Donc aujourd'hui, en gros, c'est est-ce que vous voulez faire comme Internet et devenir un client des Google, des Gmafia, ou est-ce que vous voulez être une entreprise qui veut pouvoir utiliser cette technologie pour amplifier son impact, quel qu'il soit? Oui, donc il faut collaborer avec la technologie. Et c'est justement faire collaborer la technologie et l'humain ce qu'a mis en place le laboratoire Gublin, avec une technologie qu'ils ont mis en place. Et pour en parler, je vais appeler sur scène Daniel Nifeller. And I switch to English now. Hello, Daniel. You are the director of the Gublin GEM Lab. Mm-hmm. I would like you to also maybe talk a bit about your career and what brought you to Gublin first. Ok, premièrement, je dois m'excuser, c'est moi le mec qui parle pas tellement le français, pour ça je continue en anglais. Merci pour votre compréhension. So about me, I'm a geologist. Like most of our gemologists in the lab, I have a background in earth sciences. So we have geologists, mineralogists, crystallographers. Meanwhile, we have geochemists. And yeah, that's what we're doing. We're considering ourselves as material scientists, meaning we understand stones, we understand how they grow, and we understand, or we have a certain understanding and experience in making sense of the data that meanwhile we are collecting with quite sophisticated analytics as a service to the industry. The industry obviously needing to know what is this thing that I'm buying. I see it's red and glitzy and it's nice, but is it indeed a true ruby? Has it been treated in one way or the other? And is it coming from that place or from the other place? All factors which are not easy to tell, even for the experienced eye, but which have a massive influence on the value. So at Gublin, you put in place Gem Intelligence, which is a system of analysis of gems based on artificial intelligence. Could you please tell us how this project started and why? Well, I mean, first I have to correct you. It's not any change in how we are analyzing. So meaning the way we are collecting data from the stone. So think about it, gemstones have been formed deep in the earth millions of years ago. When they come up, they contain certain information in the form of tiny little inclusions or in certain structural properties or chemical properties. So these are like time and space capsules that are telling us certain things about where they come from and what they are and whether or not they have been treated. And our job is to read that information, to see that information and to read it. So the analytics is not changed. We still apply, like all the other labs that are offering their services here, or GEM labs in general, we are applying certain analytical methods. That remains the same. What we were aiming for with Gemintelligence is to have a more automated approach to the data interpretation, because that is where we are having limits, because this is a job which is done by experts. And experts are very good in doing many things. They have a lot of experience, they have a lot of knowledge, they have seen thousands of stones, very good at doing many things. But they have one major weakness, which is the consistency of how they are interpreting data. Now, the human eye, the human brain is very good in seeing a certain trend in, say, 2 dimensions, maybe 3 dimensions. Then we already reach a limit. But we talk about n-dimensional, 50, 80, 100 plus dimensional space. So more than 100 data points sometimes that we are collecting on a single stone. And to make an interpretation in a consistent way, it's not an easy task for a human. So that's where we said we want to have support from software. In fact, we have recognized the problem already much before ChatGPT, much before AI was around as a term. We have started in 2009 trying to find ways how to
have a more consistent software-supported way of interpreting data. Back then it was, we labeled it as expert systems, something like that. We were typically looking at tabular data, so like concentrations of trace elements, alter trace elements, which is very easy because you have exact number. And we had certain successes. We were applying methods such as a PCA analysis, so standard methods that statistics people were using. And we have done something similar to read or to make interpretation of spectra. We have played around already with interpretation of images. We failed terribly back then. But then 2018-19, we thought that now the technology has developed sufficiently that we can try to find a software architecture using those latest deep learning, machine learning methods to interpret the different type of data. So chemistry, spectroscopy, NLP, so natural language, and imagery in one shot. That was basically the step that we did from 2020, 21, 22 on, which we have grouped in that project of Gemtelligence. The main aim that we had back then was to improve the consistency, so to somehow reduce the human factor, because human experts particularly, they have a tendency to not agree with each other or not agree with themselves over time. And that's what we wanted to minimize or to reduce at least, this human factor, because that is affecting the consistency of our result. And for the trade, it's super important that we are consistent. Otherwise, they become destabilized. You know, can we now really rely that that stone is from Kashmir? Is it really sure that this ruby is not heated or heated? That's really toxic for the trade when we as labs are not consistent. So the biggest achievement of this method is consistency, but did it also get the analysis faster? Again, the analysis as such, the input that we give, we did not aim to change that, but what we have found out is that, so maybe I have to explain first what we do. You know, the human expert is seeing a certain range of data, call it raw data, and then he tries to make sense. And the human expert sees certain things. Oh, there's this little yellow dwarf in that stone. Oh, I have an element concentration of chromium, of tin, of that range. This looks to me like typical for this origin. And when we were training Gemtelligence, we were not aiming to tell the machine what to look at. We basically said, this is the data that comes in, that you, software, has available, and this is what is supposed to come out. But then the software was itself trying to find a pattern, and the software turned out to be actually capable to retrieve more information from what we gave it than a human. So there were many things which went unnoticed by the human expert. Maybe it was hidden in the noise of a spectrum, maybe it was just too complex to recognize a pattern. And so we found out that we can increase consistency, accuracy with a certain amount of analytical data. And then we could play around and said, how about if we leave away the most expensive and the most complicated analytics, such as laser ablation ICP-MS, which is very costly, such as the human, the microscopic description done by a human expert, where you need experts. Experts are expensive, experts get retired, they go to the competition. So we started to play around with that, and we found, or we have then decided on a system where we have a reasonably high share of stones that we can determine the origin and the treatment without having to do microscopy whatsoever and without having to do the most expensive analytical method, laser ablation, at all. So we have kind of improvement in the process. Comes back to your comment. Yes, we can do the same result and even a better consistency with less input that we give the system. And so you're able also to lower the costs? Say it again? To lower the costs. How much it costs to analyze the... Yeah, of course. I mean, as I said, you know, the two type of analysis that we now can ditch, not for all the stones, but for a significant share of stones, obviously is shortening the testing pipeline, is
requiring less time from the experts, from the gemologists. And of course, now we have a way to make better use of this time, and also lowering the cost of the testing pipeline of a particular stone. How much would you say? Whoa, we did not really calculate it. I think for the stones that where we can now confidently determine the origin and treatment, I think that would be something like between 30 and 50% less time. Which is a lot. Is this method used today at the laboratory? Do you use it on an everyday basis? Well, we are very cautious. We are almost paranoid. So we want to gain a bit of confidence in the thing. So what we do is we have our traditional process, you know, with the 4i principle, with the classic interpretation of data. And in parallel, we are using for all the stones this Gemintelligence. And now over time, we are gaining confidence. We see also certain weaknesses. I mean, the software is only as good as the quality of the data and the amount of data that you train it on. So to give you an example, origins of rubies, for example, that we do not see too much in our laboratory, like Malawi. You know, we have a limited amount of data from Malawi rubies, plus the 3 years that we were running that project, we had to filter out a lot of data. The main time we have invested is just going back again and seeing, oh, why doesn't it come out with a good result? Okay, we have to understand the data, we have to filter them out, we have to remove this data from this period. And so it resulted in having very good results for some origins, but not so good results for some more exotic origins. And for those, we simply can't use it, right? So today you're using a human and also the machine. Do you think at some point you will be able to use just the machine? And when would the technique be ready, actually? Because now you're a bit comparing, like, if how it works. Well, we're maybe now in a phase where we want to kind of reduce the decision power of the human and steadily increase the decision power / influence of the software. But what we always gonna keep also in the long run is that we have a final step. We call that the plausibility check, is always done by a human. We will never trust the software alone. So if, I don't know how far in time that will be, the software will be the one entity that is digesting the data and that is spitting out the result. The last step will always be the very experienced senior gemologist that is spending now not half an hour with a stone, but maybe 1-2 minutes with the stone to see what I see here with my experienced eye on the stone. Does it make, no, sorry, the other way around. What the machine spits out, what Gemintelligence tells me about the origin of the treatment, does it make sense compared to what I see here on the stone? And then you can just say passed, failed, I don't trust this one, maybe we have to do an additional test. We're always going to keep the combination of the software with the human. That's regardless how much confidence we're going to gain. How did your clients react to the fact that now the stones are analyzed by a machine? What was the reaction? Are they open to it? Maybe when you explain that it will lower the cost by 50%, it's a good argument. I don't know what are the reactions. Well, I think they might react on that last part, on a reduction of the cost. We were launching or talking publicly the first time about this software in January or early February in Tucson. And honestly, I can say the reaction in the trade was almost zero. They don't care, which I understand, because for them it stays the same. They still get a piece of paper with the result on it, so they don't, you know, why bother? They didn't see so far how exactly the decision was taken. Maybe they thought we were rolling dice or whatever. Now it's a machine that is doing that task. But I mean, eventually, once we're going to have maybe another product, a new type of report that we're also going to say this is now using not anymore the full package of human knowledge, but which is heavily based on the software that is doing the number crunching. Hence, the cost might be significantly lower. Then I think they might become interested. And you told that the biggest difficulties while putting in place this method was the data, actually, to have consistent data to be analyzed. Did this help you to change the method, to
can I say it? To put some consistency in the data now when you analyze the stones. So you can analyze the data with the machine. Not sure if I understand the It question. change your the way you realize your data, because you said that like, for example, 50 years ago it wasn't the same how you know the provenance of a stone, or what kind of information you note. I think perhaps what is your challenge with the data to do that more easy to the learning of the AI? Have you challenged with that now? You have enough data to learn from the AI or not? Well, I mean, we basically just had to arrange or to adjust the scope of what the thing can do. The initial scope was rubies, sapphires, and emeralds, treatment and origin. Now, the reduction that we had to accept is that we can only do metamorphic blue sapphire, so only the classic one, so to say, Kashmir, Burma, Sri Lanka, Madagascar. All the basaltic sources are out of scope. We can't deal with that. So we do have to have a certain filter that is taking them out before we're going to subject them to the new testing process. And then also what I mentioned before, more exotic origins, emeralds and rubies is also out of scope. But of course, what we have experienced when we were looking at all the data, when we really had to understand how good the data is, that they also make meaningful result, and that we can have Gemintelligence trained in a meaningful way, that we get not only good accuracy and a high confidence then in the inference, but also that we can have confidence, proper confidence in. It was almost like doing archaeology of our own company. We went back and we have seen all the changes that we have had in hardware, of course, how we are applying the hardware, so testing protocol, tiny things, a new detector in an XRF, boom, the data scientist told us, hey, there's something wrong in this period, what happened? And we had to go back to the logbooks of those instruments. Or even something simple, when we were playing around with inclusion photos that we take. Initially, inclusion photos were taken to have a nice picture that we can maybe put on an extra document for a client. Over time, we were pushing much more that our gemologists are taking inclusion pictures to document, to evidence why they make a decision, heating, no heat. This was already reflecting then in the results we had when we were learning those algorithms. So tiny little things, staff changes, somebody leaves, something new is coming, you always see it in the data. It's quite amazing. So it was like actually understanding the history of our own lab based on the data, by looking at the data. Thank you. The data, it was something that was also at stake in the project that was put in place at SSEF, and then I will call Laurent Cartier to join me on scene. Bonjour Laurent, en français ou en anglais? Alors du coup, on ne s'était pas mis d'accord. On va faire en français. En français, très bien. Bonjour Laurent, vous êtes responsable de projets spéciaux au SSEF et cofondateur de Sustainable Pearls. Pareil, racontez-nous un peu comment vous êtes retrouvé au SSEF. Est-ce que vous étiez un passionné de pierre depuis toujours? Alors, comme Daniel, moi j'avais fait des études de géologie, ensuite j'ai fait de la gémologie, j'ai fait mon doctorat sur les perles, sur aussi des questions de traçabilité, développement durable, et donc pas mal de questions de technologie aussi qui se sont posées ces dernières années. Je ne suis pas spécialiste en IA, mais c'est un enjeu qui est important aussi pour nous en tant que laboratoire, donc c'est un projet sur lequel je collabore avec nombreux de mes collègues, dont Hao Wang qui est ici aussi parmi nous. Voilà. Alors justement, au SSEF, ça fait 10 ans que vous travaillez avec l'intelligence artificielle. En 2021, vous avez publié une recherche sur les émeraudes. De quoi s'agit-il? Alors, pour donner un peu plus de contexte historique, en fait, l'intelligence artificielle, comme l'a déjà été dit avant, c'est rien de nouveau. Ça fait un moment que ça existe. C'est assez hype, c'est un peu un buzzword tout le monde en parle là. Mais ça a un peu commencé vers 2016 quand on a eu un nouvel instrument au laboratoire. C'était l'ablation de laser, enfin un spectromètre de masse, où on pouvait produire énormément de données.
donc sur les données, les analyses chimiques des pierres. Et d'autres laboratoires ont aussi accès à ces techniques-là. Et c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut gérer ces données-là? Et on s'est penché sur ces questions-là. Et puis, comme Daniel l'a aussi dit, en tant qu'humain, on est rapidement limité. 2 dimensions, 3 dimensions, ça va. Mais par exemple, pour les émeraudes, on parle de 56 éléments qu'on aime bien analyser. C'est absolument impossible pour un être humain d'imaginer, de comparer ces 56 données différentes couplées avec les autres instruments qu'on va utiliser pour analyser la pierre. Donc déjà là, on a utilisé des méthodes statistiques, mais on est assez rapidement allé dans une direction de machine learning, et aussi, qui fait partie de l'IA, pour nous aider à mieux comprendre les données qu'on avait et puis découvrir aussi des nouvelles origines et des nouveaux traitements. Et donc en 2021, on a publié un article qui montrait ça sur cette application de Tisney, qui est un modèle qu'on utilise en machine learning qui est non supervisé, pour modéliser en fait les données chimiques qu'on avait sur les émeraudes, pour nous aider à mieux grouper les origines différentes d'émeraudes. Est-ce qu'il s'agit d'une découverte révolutionnaire ou... Alors, révolutionnaire, on en avait parlé il y a quelques jours et j'ai trouvé une analogie entre-temps. L'analogie, ce serait peut-être que l'ADN, ça existe depuis bientôt 100 ans. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans qu'on a des services comme 23andMe où vous pouvez envoyer un échantillon et on va vous dire à peu près d'où vous venez génétiquement. Donc là aussi, ça s'est basé sur des interprétations de données. Et donc la révolution, elle est plus là-dedans. C'est pas qu'on a découvert des nouveaux éléments ou des traces chimiques, c'est plus qu'on peut grouper, comprendre, découvrir beaucoup plus de nouveautés sur les pierres qu'on analyse parce qu'on a cette ressource incroyable qui est cette technologie et donc aussi l'IA. Donc vous l'utilisez pour les émeraudes. Est-ce que c'est transportable à d'autres pierres? Alors, ce qu'on a publié, c'était sur les émeraudes parce qu'il y a une complexité et une variété chimique qui est assez importante dans les émeraudes. Oui, c'est applicable à d'autres pierres parce que finalement, ça ne se résume pas juste à la chimie, mais comme vous aussi vous le faites, on peut utiliser des spectres UV-Vis, on peut utiliser d'autres données qu'on va récupérer sur des pierres pour finalement grouper ces informations-là et nous donner plus d'informations. Donc, c'est vraiment, en fait, il y a une complexité des pierres qu'humainement est assez compliqué à comprendre, à organiser, à structurer, et la technologie nous permet de faire ça. Donc c'est pas seulement un gagne-temps, mais c'est aussi, ça nous donne accès à des façons de comprendre les pierres qu'on n'avait pas avant, tout simplement. Un peu comme un microscope a permis de voir peut-être en plus en détail une cellule, enfin voilà, peut-être pour essayer d'imager un peu ce que vous arrivez à voir, ce que vous n'arrivez pas à voir avant. Combien de pierres, du coup, aujourd'hui, combien de types de différentes pierres maintenant vous avez analysées, et puis finalement, quelle est l'étape d'après? Alors, c'est vraiment, ça vient en soutien aux gémologues. Le travail pour nous au microscope et aussi avec tous les instruments traditionnels, ça reste très important. Pour notre modèle qu'on utilise en machine learning, il ne s'agit pas que la machine nous donne une réponse pour nous dire voici le traitement ou voici l'origine, mais c'est vraiment de nous aider tout simplement de structurer les données afin que l'humain puisse être assisté dans l'interprétation des données. Donc on l'a fait avec les émeraudes, on le fait beaucoup aussi sur les tourmalines, les rubis, les saphirs et d'autres pierres sur lesquelles on est en train de travailler là-dessus. Et c'est déjà des dizaines de milliers de pierres qu'on a analysées de cette façon-là. Est-ce que vous vous êtes heurté aux mêmes problématiques de données qu'au Gublin, par exemple, au laboratoire Gublin? Oui, alors c'est intéressant comme sujet, c'est que finalement on est humain, gémologue. Il y a eu des générations différentes aussi de gémologues, que ce soit chez vous ou chez nous. Il y a des échantillons qui ont été récupérés un peu partout dans le globe, mais qui n'ont pas toujours été récoltés à la mine, mais qui ont été achetés de marchands. Les données, les interprétations qu'on a pu faire ces dernières décennies, peut-être que ce n'était pas toujours exactement ce que la nature, enfin d'où ça venait, parce qu'à la fin, personne ne peut le prouver. Ça reste, je pense que c'est important de mentionner que la science, c'est une interprétation, c'est un avis. Il n'y a pas une vérité absolue. La vérité absolue, elle serait de voir le moment où la pierre s'est formée et d'y être. On est des experts, on est un peu comme des médecins à donner des avis là-dessus. Et c'est pour ça aussi que des fois, entre laboratoires, on peut avoir des avis différents là-dessus. Donc la qualité des données est extrêmement importante. Et aussi la qualité en fait de nos références
et la qualité des données et comment elles ont été récoltées ces décennies passées. Alors bon, Daniel l'a dit avant, selon lui, on ne va pas pouvoir se passer de l'humain. Alors je vous pose peut-être la question également à tous. Est-ce que la machine pourra supplanter l'humain dans l'analyse des pierres précieuses un jour? La question, ce serait dans quel but? Est-ce que le but, c'est de réduire les coûts pour que finalement un marchand puisse avoir une boîte noire, mettre la pierre dedans, ça fait toutes les analyses et il y a une réponse? Ça, c'est une implémentation directe. Voilà. On pourrait imaginer à l'avenir. Voilà. Après, par exemple, nous, SSEF, on est une fondation qui a été fondée il y a 50 ans dans le but, en fait, de proposer un avis scientifique indépendant sur des pierres, pour aussi qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et de choses comme ça. Donc, à mon sens, je ne pense pas que ça va remplacer l'expertise que nous, on a. Ça va remplacer, comme vous l'avez dit avant, certaines tâches qui sont un peu pénibles au sein d'un laboratoire. Ça peut nous aider, ça peut nous assister. Et surtout, je pense qu'il y a un point où, pour nous qui est important, c'est qu'il va y avoir des nouvelles origines de pierres. Il va y avoir des nouveaux traitements. Et en fait, l'intelligence artificielle nous permet déjà et va continuer à nous permettre d'identifier des nouvelles choses. Il y aura des nouvelles choses, des nouvelles données où l'IA va pouvoir nous dire « et là, faut faire attention, il y a peut-être quelque chose de nouveau ». Donc on avait un grand problème il y a 20 ans avec le traitement de diffusion au beryllium dans les pierres. Peu de laboratoires l'ont vu au début. Je pense que là, avec les modèles et les technologies qu'on a en place, ce serait quelque chose qu'on pourrait voir beaucoup plus rapidement. Alors, je partage à moitié l'idée. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va de plus en plus accélérer pour pouvoir remplacer l'humain et l'humaine dans du travail. Maintenant, ça va peut-être créer aussi deux courants et probablement que dans 5 ans, le traitement d'une joaillerie, d'une expertise faite par un humain aura une place plus grande, une place plus importante et une place plus valorisée que quelque chose qui serait entièrement traité du début à la fin par une intelligence artificielle, pour autant que ce soit possible. Ce que je trouve très intéressant, en tout cas dans ces deux expériences que vous avez, c'est qu'on se rend compte que pour pouvoir mettre de l'intelligence artificielle, vous vous êtes appuyé sur des expériences de plusieurs années, parce que c'est aujourd'hui que la technologie était mature. Et vous avez pu construire là-dessus et amener ce changement là-dedans. Donc ça montre bien qu'il faut pouvoir d'abord mettre les mains dedans pour comprendre comment ça va avoir de l'influence sur vos processus et surtout qu'est-ce que vous allez faire avec ces personnes que vous avez libérées de temps de travail. Et j'ai adoré quand vous avez dit que la plus grande faiblesse des experts, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. La grande difficulté dans ces apprentissages d'intelligence artificielle, c'est de transférer leurs connaissances dans une machine, parce qu'en fait, tout d'un coup, ils prennent des décisions avec de l'intuition ou avec tellement de paramètres dans leur tête qu'ils n'arrivent pas à la découler, et tout d'un coup, lorsqu'on déploie l'intelligence artificielle, elle ne marche pas bien. Et ça, c'est un grand défi, et il y a encore vraiment de la place pour les humains dans ce travail. Et après, il faut être confortable avec le fait qu'il va y avoir peut-être des pierres low cost, parce qu'elles vont être traitées du début à la fin. Et comme quand vous allez chez votre vigneron, maintenant, vous avez une grosse valeur ajoutée au vigneron qui est très culture locale, qui travaille sans soufre, sans sulfite. Et là, tout d'un coup, il y a une autre valorisation de l'artisanat humain qui se fait. Par ego, mais c'est comme ça. Yeah, if I can add something, you mentioned the intuition, you know, that the human expert is having. I mean, the conclusion is then that we have to make use of this intuition, which the machine does not have, that we make best use of it. And that's why we said in the repetitive task of the client service, we want to get rid of that. But for the, say, the research and development, or for the final plausibility check, we want to have it. You know, that's exactly where we want to make use of it. So I think it is also more rewarding for the individual when he can actually have his or her knowledge applied in the best possible position, instead of having to do the repetitive task of making an evaluation of always very similar patterns, make use of his, you know, then the kind of the intuitive part, seeing the exceptional, or kind of feeling, maybe it's more feeling the exceptional at the right place, rather than making him become nuts over doing repetitive tasks all the time.
So I was presenting it as a weakness somehow, the inconsistency, but it can also be a strength, in the right place. It is what we want, that they disagree, that they challenge each other, but not in the task or not in that part of the workflow for which we have built Gemtelligence now in our case. Oui, alors justement, donc pour résumer les opportunités que l'intelligence artificielle peut offrir, donc vous avez dit plus de consistance, plus de fiabilité, accélération des processus, une meilleure compréhension des pierres. Est-ce qu'il y en a d'autres opportunités que vous voyez ? Alors, je rebondis là-dessus. L'opportunité majeure pour les humains, c'est de reconcentrer ses actions, son travail sur la valeur ajoutée qu'on a et se libérer de tâches qui sont alors répétitives, mais pas seulement, des tâches qui ont un impact sur notre vie et notre santé, hein. Aussi des tâches qui sont faites dans des rythmes biologiques différents parce qu'on fait des 3-8, etc., qui tout ça impacte la santé. Donc c'est vraiment réorienter le travail vers de la valeur ajoutée des humains et c'est nos plus grandes opportunités aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Do you see any other opportunities or shall we talk about the risks? Ok. Parlons donc je vais également évoquer les risques. Là, tout à l'heure, Laurent, vous avez parlé que finalement, cette nouvelle technique va nous permettre de découvrir peut-être des nouvelles variétés de pierres. Est-ce qu'il y a du coup pas un risque que finalement les certificats qui ont été délivrés par le passé, si aujourd'hui la pierre repasse par une nouvelle analyse, finalement, elle puisse perdre en valeur? Est-ce qu'il n'y a pas également ce risque-là et qui pourrait faire du coup blocus auprès de marchands, par exemple, ou de propriétaires de pierres? Alors oui, c'est un risque, mais c'est un risque qui a déjà existé avant, même n'ayant pas l'IA, parce qu'on a eu des découvertes de nouveaux instruments, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, comme par exemple pour le traitement thermique à basse température ou le traitement diffusion au beryllium ou des nouvelles origines qui ont été découvertes par le passé, où on a eu des connaissances. Donc en fait, les résultats qu'on émet sont toujours en fonction des connaissances et des techniques qu'on a au moment actuel. C'est une réalité de la science. C'est pas différent en médecine. Si vous allez en oncologie, il y a 20 ans, peut-être que quelque chose, on ne pouvait pas identifier que c'était un cancer. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc IA ou pas IA, c'est une réalité de la science. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que certainement, ça accélère, ça amplifie toutes ces nouvelles découvertes qu'il va y avoir. Anything to add? Well, I mean, for us, the most striking thing was when we did the project, or when we were kind of completing the project, is that we could not only have a task now done with a higher consistency, but to kind of retrieve more information out of a given set of data. I think this is really the amazing part. That's where it's really adding value, because otherwise we started with making a job better than the human can, but now we have reached so much more in a way, and also what I think is what is the value in our project, that the sheer result, so the software architecture that we propose for Gemtelligence, we believe might also be applicable, maybe with some adjustments, but might be applicable for other domains. You, Laurent, mentioned the medicine, so medical diagnostics. It's somehow comparable. You also have different types of data. You might have certain lab data. You have certain imagery, that you like radios or other data. You might have what is called the Anamnese in German, the client, the patient's history, the discussion that you as a patient have with the doctor. And these different type of data to make the interpretation in a consistent way, I think is what makes also that particular software architecture now also applicable for other domains. And not only for our very tiny little industry that we are talking about here. Et je pense que le risque principal pour une entreprise aujourd'hui, c'est de ne devenir que
un acheteur de produits IA et de perdre de cette façon toute votre innovation et tous vos états d'esprit qui vont aller vers des nouvelles choses et de créativité, et de perdre par ce même biais tous les talents que vous auriez dedans, parce qu'au bout d'un moment, en achetant que des produits, vous allez perdre en compétences à l'intérieur et pas dans cette réflexion. Donc c'est les deux risques majeurs que je vois avec l'IA aujourd'hui. Est-ce que de faire appel à l'intelligence artificielle pourrait éliminer les disparités des fois qui existent entre les certificats de certains laboratoires? On le voit, hein, des fois on fait analyser la pierre par plusieurs laboratoires pour voir qui va nous donner une meilleure provenance. Est-ce que ça pourrait être complètement éliminé à l'avenir? Alors, vous l'avez dit au début, il y a un mythe. Hein. On est biaisé en tant qu'humain en ayant l'impression que si ça vient d'une machine, c'est fiable à 100%, et qu'on voudrait des IA qui soient fiables à 100%. Ne demandons pas aux machines ce que le meilleur expert du monde ou la meilleure expert du monde n'est pas capable, c'est-à-dire une fiabilité à 100%. Par contre, il y a un risque que des gens aient ces biais et se disent « Ah, mais j'aimerais qu'il soit plutôt réexaminé par une IA auquel j'aurais plus de croyances ». Et ça, il va falloir trouver un moyen de mitiger ce risque, en fait, je pense. Oui, parce que ce qui est important de savoir, c'est que l'IA, finalement, ces modèles-là, on se base aussi sur un travail humain qui date depuis des décennies. Donc, c'est vraiment une question de quelle est la qualité des données qu'on a mis dans le modèle, quelle est la qualité entre laboratoires même. On ne fait pas les analyses toujours de la même façon, on n'utilise pas les mêmes instruments. Tu as aussi dit avant, on le voit quand il y a des gens qui changent en interne, qu'il y a certaines choses qui changent. Donc ça, de vendre le rêve que l'IA va quelque part régler tous ces facteurs-là qui sont une réalité, et qui sont une réalité aussi dans le marché de l'art, en médecine et dans d'autres domaines aussi. On sera certainement plus structuré, peut-être plus transparent, on pourra plus échanger aussi ces données-là, mais je ne sais pas si on va pouvoir absolument enlever toute discrépance. Et c'est une très faible minorité de cas où on n'a peut-être pas le même avis. Et c'est un taux qui est beaucoup plus faible que par exemple en médecine, où vous pouvez aller voir 3 médecins différents et vous allez avoir 3 avis différents. Il est de combien ce taux? Enfin, j'en ai zéro idée, mais je me pose la question. On va dire que sur les saphirs, ça va être un peu plus important que sur d'autres pierres, mais je ne peux pas vous donner un pourcentage. Mais c'est une petite minorité de pierres. Et ça arrive, c'est la science. On apprend tout le temps, on fait des découvertes. Et je pense que c'est aussi vraiment un problème, en fait, comme avec l'IA, de la conceptualisation de ce que c'est la science. La science, ce n'est pas une vérité absolue. C'est comme avec la météo. Est-ce qu'il va faire beau ou est-ce qu'il va pleuvoir demain? C'est pas 100% de c'est sûr que c'est ça. Il y a toujours une interprétation, qu'elle vienne de l'IA, qui a été nourrie par des humains, ou qu'elle vienne purement d'humains. Et il faut prendre ça en compte. Daniel, something to... Yeah, I mean, we also talk here about opportunities, what could be next. And what I think you mentioned before, would labs then possibly agree in 100% of the cases? No, we do not even agree within our laboratory in 100% of the cases, right? We have these debates, which luckily they do not go out, so they keep them internally. I'm sure you have the same situation sometimes, which is also healthy because it helps us explaining and then harmonizing somehow the criteria. I know these debates are needed. It's important to have them. But what I think is something like that, what you guys are developing, what we develop now, is also offering is more of democratization of this knowledge. Now that we have something like that, we can help entities, so maybe other gem labs or big brands. I mean, Cartier, they are having wonderful labs with all the equipment, they have all the money, they don't have the knowledge. So why not giving them a way that they are collecting the data, giving them somehow an access to a software such as ours, and then as a service, they can crunch their data and it spits out a result, which then they might use internally only or externally, whatever. So the scarcity of knowledge, of data, which labs like us, we are in the privileged position to have, to get this knowledge out of the head of the
stomach of the experts and put it in a software, this is also opening up a way to give access to it to a more broader audience. But isn't there a risk that if you give them the technology, they can avoid using the laboratories at the end? Of course, yes. But I mean, if we would not do it, then somebody else might do it. I mean, we should not think of, does it immediately put our position in question? If the technology is around and if it has an advantage, then we can still think of another business model. Do we maybe have to change what we charge for? Maybe not for the paper that says origin and treatment, maybe then it's something else. But we have to ask that ourselves from time to time anyhow, rather than just kind of looking straight and believing that we can perpetuate our current business model for the eternity. Et je pense qu'il y a un point important que vous avez dit, Laura, c'est que nous, on est dans une situation privilégiée où on voit beaucoup de pierres de très très haute qualité, de très très haute valeur, un peu comme des viticulteurs qui sont très high-end. Donc on a vraiment ce luxe de pouvoir cohabiter humain et IA et de continuer à cohabiter comme ça. Et je pense que pour nous aussi, c'est une priorité, comme on a des gémologues qui partent à la retraite, de faire en sorte que les nouveaux gémologues qui arrivent, qu'ils aient aussi ces compétences de décennies et que vraiment ça se construise et que eux puissent continuer en collaboration avec l'IA à vraiment faire avancer tout ça. Ça sera c'est peut-être différent pour des laboratoires qui sont à Bangkok, qui analysent des pierres qui valent $50. Peut-être qu'ils sont dans une autre situation où il faudrait optimiser les coûts et ils seraient plus dépendants de l'IA. Donc je pense qu'on est assez privilégié aussi de pouvoir faire ça. Oui, faut juste bien garder en tête que l'IA apprend sur nous, humains, et sur le passé. Donc on est vraiment avec des biais d'humains et de passé, plus la qualité des données qui vont être données par des laboratoires et la qualité d'expertise sera haute, plus votre IA marchera. C'est pour ça qu'il est très intéressant, une fois qu'on a une IA qui marche, peut-être de la proposer en consortium ou de la proposer comme un service à d'autres, parce que le travail pour rattraper toute cette connaissance et toute cette expertise, il est important. Mais ça doit pas vous enlever le fait que chacun et chacune doit commencer à rentrer dans des projets IA pour comprendre là où ça pourrait potentiellement impacter et innover dans son domaine. Vous avez parlé justement de la démocratisation que la technologie permet. Est-ce qu'on pourrait un jour imaginer, j'en sais rien, je pense au client final qui va acheter un bijou dans une bijouterie, en vente aux enchères. Est-ce qu'on pourrait imaginer à un moment d'avoir un système, on prend une photo, puis finalement on nous dit est-ce que oui, cette pierre, ça analyse la pierre. Est-ce que ça un jour ce serait possible si on parle vraiment démocratisation de la technologie? Mais je pense que c'est peut-être pas les mêmes clients. Et peut-être que tout le processus du chemin en tant que client jusqu'à l'achat de quelque chose qui a une importance pour moi nous fait passer ces rites de façon agréable. On leur donne de l'importance d'aller vérifier, d'aller discuter, d'aller vérifier les choses. Et là, on est dans ces deux chemins de low cost ou alors de vraiment appréciation du produit qui va nous faire passer des étapes qui seront comme des rites jusqu'à l'achat final, à mon avis. Très bien. Merci. Je me tourne vers le public. Est-ce qu'on a des questions, des points à creuser? Hello. Sorry if this is a repeat question. I don't speak French, so I might have missed a little bit. But I had a question for Daniel. Talking about like the difficulty in getting data for origin and treatment and that sort of thing. My question was, is there a lot of communication between the GEM labs, such as your lab, GRS, GIA, to kind of collaborate on bringing data together, or specific, origins that are more difficult? Is data being freely shared, or is that discussions that you guys have as administration, or is it more separate? There is collaboration, there is communication. There are initiatives such as the Laboratory Manual Harmonization Committee, where SSCF, ourselves, and like 5-6 other labs are together. And the purpose of these bodies is to kind of have certain exchange of information. A lab in Bangkok might become aware of a certain new treatment earlier than we do here in Switzerland. So there is a communication, yes. There is also sometimes an attempt to harmonize
certain things, which is in the name of the LMHC as such, but those are not massive steps, not only because we do not want, but also because the devil is in the detail. You know, everything is easy at the first glance, but then when you go into the details, like we had 7-8 years ago, we were trying to harmonize the definition of two trade color calls, royal blue and pigeon blood, which was very welcomed by the trade. But once in a blue moon, we have a client coming to us angry and saying, look, you guys don't give me pigeon blood for that stone, SSCF did, you know, you guys are useless. Why you are claiming that you have agreed on the term? But it doesn't mean that there's some kind of automatism. If SSCF gives, we give as well, or vice versa. I'm sure SSCF, they have the same discussions. What we did is we were agreeing on a definition, what is for us and for them, what are the requirements, what are the boxes that need to be ticked that it gets a particular term. And the same can be applied for origin or for treatment. But then, as Laurent was saying, the devil is in the detail. Maybe they have a tiny little other interpretation of a feature that they see. I also observed somehow that many of the discussions we had 10 years ago have disappeared, typically origin, and now we're having much more discussions about color. And there's still no hardware, to my knowledge, that is making a reliable, consistent assessment of a color in a colored gemstone. It's a tricky beast, you know, it's a three-dimensional thing. You have anisotropy, you have pleochroism, you have many, many things, which so far, to the best of my knowledge, no hardware can deal with it in a really reliable way. We still depend on the human, you know, to do that. And that's what can make then two labs to disagree. But to come back to your question, yes, we do discuss. On the other hand, something like exchange of data. Here is the database of our reference zone. That would not happen. Also because at the end of the day, we have our an interest in maintaining our existence in the marketplace. So does the SSCF. So the actual exchange of data is done on a more homeopathic level. Like, for example, if we know the SSF has done some kind of a project on a particular, I don't know, the cobalt blue spinels. So we know these guys were in that origin, in that country, we were in another country. How about exchanging maybe the samples or maybe the data? Let's see. But we do this in very cautious small steps. So the answer is probably somewhere in between, what you're saying. I would just briefly follow up and say, a lot of the work is on harmonizing criteria. People have this idea that we can harmonize results. But if I come back to the example of doctors, you might go see 3 different doctors, you get 3 different opinions. You cannot expect of science to harmonize results. So the best thing we can do is continue to communicate and try and harmonize standards so that we all use the same language. I think the other thing that is important as a GEM lab, and it is certainly for us, is to publish how we do our work so that the trade, and this is in peer-reviewed journals or scientific journals, so that other GEM labs or traders have access to how do we measure samples? What does that imply? And you have published things and we use that in our work, in our research and vice versa. And I think that's also an important factor, is to show that you're willing to kind of open up about the scientific approach. Thank you. Do you have any other question from the public? Je voulais juste remercier les 2 représentants des laboratoires pour le fait qu'on ne va pas tout de suite aller détruire nos documents du GIA ou qui prouvent qu'on a passé des examens il y a un certain nombre d'années et qu'en fait la base du travail, elle est nécessaire de toute manière pour comprendre ce que vous allez expliquer après. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu des époques où on avait l'impression que... Je me rappelle d'un futur directeur de la SSCF au GEM-A qui avait dit, voilà, écoutez, de toute manière, maintenant, hein, Mickey Mouse Gemologist, comme disait un précédent directeur de la SSCF, Mickey Mouse Gemologist, ça ne sert à rien si vous n'avez pas une sonde Raman dans votre poche. C'était tout au début des sondes Raman. Ça ne vous servira à rien. Et finalement, c'est vrai que
travail de base pour n'importe qui ici qui est gémologue. Il est absolument pas à votre niveau, mais il est quand même nécessaire pour nous, pour comprendre ce que vous allez nous expliquer plus tard. Alors, merci. Merci pour cette remarque. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'avais juste peut-être une dernière question. Est-ce que le marché veut plus de connaissances, plus de consistance Est-ce que les marchands de pierre, c'est vraiment les acteurs de ce milieu, sont demandeurs? Alors, nous, on enseigne aussi des cours, par exemple, sur la détermination d'origine et sur les traitements. Ça fait de longues années. Et la vaste majorité des gens qui viennent en cours, c'est des marchands qui ont des stands ici. Et les gens qui enseignent les cours, c'est des gémologues qui signent des rapports tous les jours. Donc, il y a une vraie volonté de comprendre quelle est notre approche, quelles sont les limites, et que les gens aussi qui finalement sont dans le négoce, de se former, d'avoir accès à ces informations-là. Donc ça, c'est très positif. Ouais. Yeah, I also believe that the trade wants to have a knowledge. Of course, they have an ultimate goal. You know, they want to make no mistakes in the transactions they're doing, in the purchasing they're making. Now, entities like the SSF, also Gubelin, they have the Gubelin Academy, they're also training privates, but also professionals. So it's probably a mix between a need to know the base, so what you were mentioning. It's maybe not the smartest thing to say we as Gem Labs are the ones that have that are the only ones entitled to say what is correct or not. There are many people out there in the world, in the trade, in this hall here, that are super good in just looking at the stone and saying where the stone is coming from. However, as a gem lab, as a commercial gem lab, we cannot work this way. We have to collect evidence. We have to put it on a certain methodology, a certain systematics. That's what we have to do, which doesn't mean that we are more right than the experts out there in the field. So I think learning about gemology, whether you call it base gemology or Mickey Mouse gemology or the more science-based lab gemology that we are doing, whatever it is important, it is valuable. And I think for many of the people that are visiting our Gubelin Academy courses, it's also just pure curiosity and pure fun. You know, they enjoy what they do, aside of doing a business visit. Thank you. I think we have one last question from the public. I saw you. Ça marche, oui. Oui, votre question, Andrea, me fait penser à autre chose. Donc, je me place du côté du client final qui va acheter la pierre. Il y a souvent une prime à l'origine. Par exemple, un rubis birman va valoir beaucoup plus qu'un rubis qui vient d'ailleurs. Et je sais que les gémologues souvent se battent contre ça en disant qu'un rubis du Mozambique, par exemple, peut être aussi beau qu'un birman et qu'il faut quelque part commencer à arrêter de survendre l'origine géographique. Alors, je voulais savoir si l'éducation des clients était là, de votre part à vous, les laboratoires ou donc des marchands de pierre. Est-ce que ça commence à changer un peu? Est-ce que dans les clients s'habituent petit à petit à l'idée qu'il faut arrêter cette surenchère sur l'origine? Très bonne question. Alors, je trouve c'est un sujet qui est très important et il y a presque plusieurs parties à ça. Donc, pour nous, à la fin, en tant que gémologue, c'est aussi la beauté de la pierre qui est le plus important. Et ça me fait mal au cœur quand les gens vont même pas vouloir regarder la pierre, mais se disent « Ah, il y a un rapport SSEF et Gubelin, rubis, birman, pigeon blood, j'achète la pierre », alors qu'ils l'ont même pas regardé. Donc ça m'attriste aussi. On est géologue, on est gémologue, c'est parce qu'on aime la matière. Donc il y a un vrai besoin d'éducation. Après, il y a une partie aussi où le marché, les négociants, les maisons de vente aux enchères ont aussi quelque part accéléré ce phénomène-là parce qu'il y a un phénomène de rareté. Donc c'est comme dans l'art aussi, il y a certains peintres qui vont être plus cotés, où il y aura plus de rareté. Donc c'est un facteur, c'est aussi une réalité dans le marché. Mais il faut faire attention à ne pas que demander l'origine, parce que des pierres, par exemple des saphirs du Cachemire, il y en a des très beaux, il y en a des très moches. C'est pas parce que c'est du Cachemire que la qualité est meilleure. Donc il y a toute une partie, que ce soit nous en tant que laboratoire, mais aussi les designers et les marchands, de vraiment éduquer et rééduquer les clients finaux que la beauté de la pierre, finalement, c'est ça qui nous inspirait il y a 5000 ans et qui, j'espère, nous inspirera encore pour des millénaires à venir.
if I can maybe add something, you were asking about the end consumer also, the final client. And I think there it depends on what you want. If you want to have a nice stone that you are appreciating, that you're enjoying, then yes, I mean, actually to look at the stone, if you like the stone, not forcibly the retailer that might prefer that color or the other color, but if you like that stone, then you should buy that stone for its beauty and not for the paper that might come with it. However, we also see that more and more end consumers, so to say, are buying gemstones as an investment. So they might like the stone or might not fall in love with the stone, but they want to buy something that is holding and retaining value. And this is quite massive. I mean, the last 5 to 10 years, we have like the clients of our clients are like a new breed of people that have maybe in the past hold more like, other classic investment assets, maybe housing, maybe shares, other bank products. And they seem to now shift part of their investments into the oldest currency, which is gemstones, and in the newest currency, which is crypto. And both gemstones and crypto have one property in common, which is they are out of the control of regulators, which is exactly what these people want. In a world that is more unstable, you might not have, or these people at least, that's what they say, they might not have that level of confidence into the stability of banks, of central banks, of entire economies. So they are very happy to have something that they can put in their safe or have somewhere on a cloud. And if they have to run and leave, they might have even a significant loss on the value, but they still have a decent start in a new place. So I think if you buy a stone for as an investment reason, then of course I think paper is very important, because then eventually, once you are in the next place, you want to go to the trade, you want to go to an auction house, and you want to get a good price. Then I think it's not only the subjective beauty value that you see in the stone, then it's also the paper, the more objective value that might come with it. Très bien. Merci beaucoup, merci pour votre attention et votre participation, merci à nos experts. Peut-être pour conclure, alors on l'a vu, l'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités dans le secteur des pierres précieuses. Pour continuer à avancer, je pense que l'enjeu c'est les données et peut-être une meilleure collaboration également entre les laboratoires pour améliorer ces données-là. Merci à vous.